Bonjour et bienvenue dans Certains Lama Show, l'émission qui se révolte avec les films à la sortie. Aujourd'hui, pas de Thierry, hélas, parce qu'on va parler de films sérieux et donc il a fui, c'est normal. Oh le pauvre, c'est méchant. Il est surtout parti faire une cure de foie gras là, dans sa contrée natale pour revenir en pleine forme. Exactement, oui, voilà, il revient la semaine prochaine, pas d'inquiétude, Thierry va très très bien. En fait, il a eu peur parce que, en gros, il y avait Silence et Chaplin, donc il pensait que c'était que des films muets. Donc il est pas venu, il s'est dit, bah tiens. Et Antigone, il croyait que c'était du théâtre, donc du coup on l'a perdu. Oui, aujourd'hui, vous avez vu vous avez lu le titre de l'épisode, hein, donc vous savez de quel film nous allons parler aujourd'hui. Donc, Silence, non pas la pièce de Sophocle. Non, alors je confonds toujours les films. Ah oui, en effet, alors là, absolument pas. Voilà. Donc, effectivement, aujourd'hui, 3 films. On va faire dans le classique et encore du revisité. Antigone, film québécois. Avec Charlie Chaplin. Ouais. On va pas y arriver. Aujourd'hui, effectivement, dans Antigone, non pas la pièce grecque de Sophocle, mais film canadien, québécois de Sophie Deraspe, ou Deraspe, je ne sais pas. Un classique aussi du cinéma japonais avec Silence de Masahiro Shinoda. Enfin, documentaire, hommage à Charlie Chaplin, le génie de la liberté. Sélectionné à Cannes Classique. Très 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 belle sélection. Et avec moi, évidemment, il fallait une très très belle équipe. Antigone se révolte contre la loi des hommes. Elle se révolte tout court. C'est Éléonore. Bon, un peu contre la loi des hommes aussi, non? Oui, c'est vrai. Féministe quand même. Bonjour. Tu peux recommencer mais avec un accent théâtral s'il te plaît du coup. Le théâtre est censé montrer un peu un aspect naturel, donc on peut parler naturellement au théâtre. Si tu veux, je peux faire les chœurs. Ah vas-y. Et Léonore s'élance ça dans une joute. Bon, lui, on préférerait parfois qu'il garde le silence quand il parle de films classiques, mais que voulez-vous, on préfère tellement sa voix et sa passion. Ellie. Salut. Il est Toujours là. Hein, c'est le même sample, ça n'a pas bougé. C'est ça. Ah puis oui, belle sélection, ça fait plaisir. Parlez dans le micro, les enfants. Belle sélection, ça fait plaisir. Merci. et enfin, notre clown pantomime à nous. Salut. Voilà. Ah oui. Ah, c'est le clown des années 80. Il aurait pu faire du muet, il a fait du podcast. C'est Marwan. Salut tout le monde. On va aller voir mes ballons. Oh mon dieu, il vient de sortir. Il est en train de nous faire un caniche avec des ballons. Oh non. Regardez, il vole. Et voilà. C'est terrible. Bien, je crois que le mieux, après cette scène magnifique de podcast, après cette introduction incroyable, c'est de commencer directement par les films, n'est-ce pas? Et on commence par le tout premier, Antigone. On est parti au Canada, mais juste avec ma grand-mère, mes 2 frères, puis ma sœur. Puis cette année nous a mis paix et prospérité. Baba, maman, protégez-nous. Et gardez-nous unis. Yo, d'où je fais quoi, même? Maintenant, il faut sauver Polynice. Il faut sauver Polynice. Voilà un drame. Mais que fait la Polynice? Mais que fait... Oh là là. Tu as noté celle-là. Même pas en plus, elle va vraiment l'improviser. Et elle colle bien avec le film en plus. Et Mais grave. tellement. Ouais, grave. Antigone de Sophie Deraspe, film québécois avec Naïma Ricci dans le rôle d'Antigone, une réadaptation de la tragédie, carrément tragédie, de Sophocle. Le tout reconstitué dans un Québec moderne, un Québec de banlieue on pourrait dire, même si je sais pas si le terme, c'est les Pas quartiers, vraiment. les blocs. On parle de quartier, ouais. C'est ça, on parle des quartiers. De Ticard. Avec une Antigone qui est issue d'une famille d'immigrés qui s'est installée, c'est de résidents au Québec, et donc on a gardé les noms, les prénoms. Hein, donc elle vit avec ses frères et ses sœurs. Notamment, je me suis fait un arbre généalogique pour me repérer. Voilà, hop là. Oh, ça va. Ça, ils sont pas nombreux. Ah. Okay. C'est ça.
Et Pas les cousins. voilà, c'est une élève brillante, elle est bien intégrée, elle a même décroché une bourse, c'est vraiment génial. Elle a son petit copain, Aimon, qui est un Québécois, un local. Et suite à une bavure policière, Polynice est enfermé, son frère Polynice est enfermé, et son frère Éthéocle meurt d'une balle dans le ventre. Un drame terrible. Alors on ne peut plus rien faire pour Éthéocle, mais il faut sauver Polynice, il faut le libérer de cet enfermement, car comme il est récidiviste, il risque d'être extradé. Déporté même, ils Déporté même, ils ont le terme déporté là-bas, d'être renvoyé au bled. Déjà, je voulais, je voulais féliciter ce concept d'avoir des Kabyles au Québec avec des noms grecs. Ça, moi, je trouve ça assez extraordinaire. Voilà. Oui, elle semble originaire de Kabylie. C'est ça. Ah oui, c'est dit, hein. Elle le dit, ouais. C'est- Elle le dit. Et puis même, t'as le symbole. Oui. T'as les couleurs. En famille. Voilà. Non, alors c'est vrai que oui, alors c'est un parti pris de justement réadapter, remoderniser C'est intéressant. le thème. Alors ici c'est l'inverse, donc c'est pas Éthéocle qui tue Polynice, mais c'est Éthéocle qui meurt dans une bavure et Polynice est enfermé, et en fait la loi en question c'est qu'il va être extradé parce que comme il a récidivé, tout ça, voilà. Et au lieu de vouloir réaliser les rites funéraires contre les lois de la cité, ici elle va vouloir le faire évader de prison pour qu'il ne soit pas déporté. Et donc ça va créer tout un scandale, tout un sketch, non, Un sketch. On est où là? Qu'est-ce qui se passe? Le Jamel Comedy Club, hein, c'est... Oh, on est dans les cités, les banlieues, c'est bon. Non, ça va faire tout un scandale, ça va faire du bruit sur les réseaux, il va y avoir... Et quel bruit. Et quel bruit sur les réseaux. Évidemment, donc il y a procès, et qui dit procès dit procureur. Donc je me tourne vers nos deux procureurs, Éléonore et Ellie. Qui veut commencer? Parce que je crois que vous avez pas trop kiffé ce film. Non. Ouais, on est assez mitigé, on va dire. Ouais. Pour le coup. Enfin, je sais pas si on a les mêmes, enfin, on a quelques reproches similaires, après peut-être pas sur tout, mais Bah, vas-y. moi en fait, déjà je trouve que c'est un film qui est assez intéressant et audacieux de base, enfin le sujet est assez fort, et même il a plusieurs sujets en un seul film. Il va commencer d'abord à parler il parle essentiellement donc de la situation des personnes, des immigrés au Québec, et donc de la manière dont la justice s'applique à eux, mais il parle aussi donc de violences policières, etc. Enfin, il parle de plusieurs choses, de la dérive des réseaux sociaux, et entre autres de cette espèce de figure héroïque, comment ça se passe. Et je trouve que malheureusement, vu qu'il y a il traite de beaucoup de choses, il traite pas grand chose en profondeur, et c'est un peu dommage. Par exemple, je pense aux violences policières qui sont montrées au début, et il y a quand même un clip show atroce, c'est un euphémisme, faut le savoir là, qui vient nous montrer comment ça s'emballe sur les réseaux sociaux par rapport à ça, mais plus jamais après on va en reparler. Enfin, ça va pas du tout être un enjeu du film. Enfin, c'est complètement mis de côté pour parler de d'autres choses, et plusieurs fois dans le film c'est un peu ce qui se passe, genre on va parler d'emballement médiatique des réseaux sociaux, et ça va vite être mis de côté pour se recentrer ensuite sur Antigone, et son combat. Après, donc voilà, l'actrice est très très bien pour le coup, je trouve. Elle gère très très bien, elle porte tout le film sur ses épaules, et elle arrive vraiment à porter une vraie émotion au récit. Mais voilà, le film en fait, là où je trouve intéressant, c'est dans sa démarche assez réaliste pour montrer donc tout ce chemin. Il y a des scènes qui sont très très bien, les scènes de procès sont plutôt réussies, et on va vraiment voir cette espèce de tragédie qui va se dérouler sous nos yeux, qui, même si elle est réaliste, essaie d'incorporer des moments un peu plus fantaisistes, un peu plus fantastiques. Notamment, il y a cette espèce de scène avec l'oracle un petit peu, et qu'ils arrivent à intégrer, ils mélangent un petit peu les temporalités 2-3 fois. Mais malheureusement, le tout est desservi par une lourdeur stylistique qui vient un peu de nulle part et pour pas grand chose. Comme notamment, il y a beaucoup de flashbacks ou d'images du passé au bled qui ne servent à rien du tout. Parce que vraiment, c'est juste là pour illustrer quelque chose qui est raconté déjà avant ou autre, et ça vient de nulle part. C'est vrai que ça aurait été mieux comme ça, ouais. Genre, c'est l'image... C'est soit tu mets l'image, soit tu le montres, mais soit tu le racontes, mais là du coup il y a les deux et ça devient très très lourd, et surtout que l'image du coup s'insère, c'est des fois des inserts de genre 3 secondes, genre sur genre juste un plan de la forêt au bled, et tu te dis pourquoi, et je trouve que ça marche pas trop. Et bien sûr, donc voilà, après il y a toute la lourdeur esthétique liée donc aux dérives clipesques sur les réseaux sociaux qui par 2-3 fois arrivent et sont d'un mauvais goût mais désopilant. Enfin vraiment, c'est à la fois entre ridicule et énervant, et moi je trouve que le film se perd un petit peu dans son propre exercice, pour qu'au final le résultat soit pas si marquant. Et après il y a d'autres choses sur le rapport à Antigone, mais je vais laisser les autres parler, peut-être qu'on en débattra. Éléonore? Mais oui,
un petit peu le même ressenti. Le concept est très bon, hein. De toute façon, j'aime assez qu'on réactualise des pièces de théâtre, des tragédies. En général, ça peut faire des films assez intéressants et qui font écho et qui montrent que du coup, il y a toujours une espèce de cycle dans les mythes et dans la façon, du coup, pas de les représenter. Du coup, par contre, niveau mise en scène, ça ne va pas du tout. C'est d'une lourdeur incroyable. Bon, déjà, on a parlé des clips. Clairement, on a l'impression qu'ils ont été faits genre il y a 20 ans. C'est des vidéos montées sur Windows Movie Maker d'il y a 20 ans. Enfin, c'est plus personne ne fait ça maintenant. Ça n'a pas de sens. Elle n'a pas été consultée des spécialistes en réseaux sociaux quand elle a fait ce film. Ça ne va pas. On revient aussi, du coup, pareil, la scène où elle parle de son arrivée au Québec et du jour juste avant quand elle avait 3 ans. C'est très beau, elle le dit en classe. La scène est très bien filmée, il y a des chants contre chants, on voit les élèves qui en ont rien à faire, qui écoutent pas et qui se mettent à écouter au dernier moment quand on arrive au point crucial où elle raconte la mort de ses parents. C'était très beau, c'était très bien, c'était juste ce qu'il fallait. Et c'est vrai que quand tu vois un petit peu plus dans le film, qui te montre la scène, tu dis mais non, enfin c'était pas la peine. Arrêtez 30 secondes, c'était tellement joli comme idée. Pourquoi gâcher ça? C'est infernal. Après, mis à part dire que l'actrice est pas mal et qu'elle tient vraiment le rôle et qu'elle a quelque chose de très magnétique et qu'en plus elle a un physique qui est très malléable, ce qui est très bien montré dans le film et qui est la partie intéressante, voilà. Mais sinon pour le reste, c'est dommage quoi. Marwan? Le film, je trouve, est respecte quelque chose que j'aime beaucoup, c'est la réécriture littéraire et elle accompagne, on sent l'appropriation particulièrement de l'œuvre de Danouilh, davantage que celle de Sophocle dans ce qui est raconté évidemment, et je trouve que ça répond bien, on va dire, au processus de réécriture qui permet, on va dire, de mettre en exergue, mettre en avant des faits de société. Et voilà. Et en fait, le truc, c'est que elle arrive, je trouve, à s'approprier à peu près ce travail de réécriture. Ça m'a particulièrement touché, ce travail de réécriture. Mais, comme on dit mes collègues, c'est que en gros le problème particulier, c'est la mise en scène qui parfois pouvait ne pas forcément montrer, ne pas forcément être assez maîtrisée, ne pas davantage mettre en avant le personnage, ou il manquait une sorte de dynamique. Ça faisait un peu brouillon, je trouve. Et bien que le principe, le sujet, les acteurs m'ont plutôt embarqué, et puis l'histoire aussi. Et oui, c'est ça, c'est que comme disait aussi Elise, il y a ce principe de ne pas montrer et de juste de dire, c'est assez intéressant comme chose. C'est parce qu'en gros ça nous aurait fait imaginer davantage les atrocités que de les voir, et c'est beaucoup moins impactant. Et donc voilà, donc ce film m'a plutôt plu dans ce sens-là, et je voulais aussi signifier mon amour particulier pour l'actrice qui, je trouve, est assez incroyable. Et il faut savoir que c'est une actrice qui a été découverte dans un casting où il y avait plus de 800 personnes, donc il y a eu 800 personnes qui ont candidaté et 300 auditions, donc c'est assez compliqué, et c'est une recherche assez vaste, et c'est ce que voulait, j'imagine. Et puis d'autres acteurs ont été redirigés actrices plutôt redirigées, mais voilà, donc il y a cette idée de recherche de nouvelles personnes et pas forcément jouer sur ça. Et voilà, j'aime beaucoup parce que aussi le sujet est intéressant, même si il me dérange en soi par rapport aussi au point de vue de la famille immigrée. Je trouve, en gros, en soi, c'est que il y a des trucs comme la grand-mère qui n'a pas appris à parler le français, ou genre de choses qui, je trouve, après 15 ans est compliqué à voir, à comprendre plutôt. Et ça existe, hein, ça c'est... en vrai, moi je parle par rapport à mes... Ouais, je suis d'accord avec toi. Je parle particulièrement par rapport à mes expériences et par rapport à ceux et ceux que je connais, et voilà. Donc, et puis même en termes de récit, c'est moins intéressant. C'est qu'en gros, j'aurais préféré vraiment un vrai travail encore plus proche de cette pièce de théâtre, de ce mythe.
plus creusé peut-être. Ouais, c'est Parce ça. que c'est vrai que moi je vous rejoins. Juste, Oui, Eleonore. juste du coup rebondir sur ton histoire de migrer, c'est vrai que c'est un truc qui m'a un petit peu choqué aussi, qui m'a un peu gêné. T'as un peu la représentation classique de la famille immigrée avec la bonne immigrée qui est première de la classe et qui fait tout pour arriver être parfaite dans son pays d'accueil, et un petit peu ceux qui traînent au tiers-quart et qui font du deal et compagnie, et c'est un peu dommage d'avoir cette vision-là alors qu'elle aurait pu partir sur complètement autre chose finalement. Et en plus, comme dans le cliché, il lui ruine un peu son avenir à la fille première. Enfin, c'est elle qui doit un peu sauver les meubles. Il y a 4 enfants et il y a 4 portraits. Alors les 2 garçons sont les mecs qui traînent dans le bise, enfin dans les magouilles. Mais c'est vrai qu'après on a la grande sœur aussi qui elle veut faire Elle est son petit champouineuse. Elle est champouineuse. Voilà. Voilà, Ouais, ouais. c'est vraiment. Allez, shampooineuse. Elle a le petit métier, enfin le métier, voilà, un peu classique, on va dire, genre elle a sa petite situation, on va dire. C'est un peu la fille normale, et après t'as la brillante, la normale, et les. Oui. La normale même pas, enfin elle est quand même reléguée, enfin on la méprise dans le film entre guillemets, Oui. donc ça reste des représentations qu'on a déjà vues 1000 fois, et vu qu'on partait sur une pièce de théâtre, enfin sur une adaptation d'un mythe, on pouvait proposer autre chose que simplement ce qui a déjà été montré 100 000 fois au cinéma, quoi. Ah, et aussi, vite fait, je voulais souligner, pour ceux qui l'ont vu, pour ceux qui écoutent, la scène un peu à la Anakin et Padmé qui se roulent dans l'herbe. Oh, la comparaison est incroyable. Je trouve ça magnifique. je sais comme pas Elle est pour qui référence. plus c'est réaliste méchant. déjà. Déjà elle est plus réaliste. Oui, c'est vers la fin. Voilà, je n'en dirai pas plus. Moi, je trouve que effectivement, je trouve qu'il y a des trucs qui sont pas assez creusés parce que j'adore cette idée de réadapter le mythe moderne, de faire des réadaptations. Effectivement, alors du coup, Polynice meurt pas, mais il est en tôle et ok, il faut le sauver quand même et ça marche aussi. Le mythe alors on a viré la consanguinité, merci, au moins. Mais après, je trouve que oui, ça aborde des trucs. Ça aborde l'immigration. Bon, ça, c'est pas le premier film à le faire. Voilà. Il y a de la bavure policière, il y a du réseau social. La bavure policière en 2020, on en a un poil parlé, je crois. Un peu. Vite fait, hein, en 2020, et les manifestations et les révoltes que ça cause derrière. Donc c'est un film qui est très actuel. Le problème, effectivement, c'est que c'est peut-être pas assez creusé. Et c'est dommage parce qu'il y a une énergie, il y a une envie. Totalement. Voilà, moi cette actrice là, cette jeune Naïma Ricci là, j'ai envie de la suivre, j'ai envie de voir son histoire. Je suis à fond avec Pas elle. dans la rue, hein. Oui, non, pas dans la rue. Non, aussi à l'écran. De cinéma, pas de surveillance. C'est bon, on va arrêter. On aura compris. Il y a des gyrophares dans la rue, Thomas, fais attention. Voilà, et quand t'as son abruti de frère qui fait une connerie monstrueuse au milieu du film, vers le dernier tiers, je suis avec elle, je suis très très en colère et tout. Et on a, oui, c'est une graine de quelque chose. Elle a du potentiel. Je lui souhaite une très grande carrière à cette actrice. J'espère qu'on la reverra de ce côté-là de l'océan. Parce que c'est pas sûr, il y a pas forcément de la communication. Donc message à nos auditeurs québécois, militez pour qu'on nous l'envoie, s'il vous plaît. Et voilà, mais après non, je trouve que c'est bien dans ce que ça aborde. Après c'est vrai que c'est un peu gentillé, l'avocat qui est wouhou, ça a buzzé sur les réseaux sociaux, wouhou. Alors l'avocat, il est très enthousiaste, c'est vrai que c'est naïf d'enthousiasme. C'est très superficiel, je trouve. Voilà, c'est un peu dommage. Parce que je voyais un petit peu à côté en comparaison, même si la comparaison est assez non, comment dire ça. La comparaison n'est pas forcément idéale, mais elle souligne quelque chose. C'est avec la fille au bracelet. Où t'as ce côté où t'as cette femme qui fasse, enfin, le film, la fille au bracelet, c'est un film de tribunal. Donc on est tout le temps quasiment dans le tribunal. Et là, on a que quelques scènes. Mais même, dans la façon dont c'est filmé, enfin, tout est là, en fait. Et, dans la fille au bracelet. Et là, il y a des choses qui manquent. C'est vrai que ça manque je trouve, d'impact, de précision, quoi que ce soit. Et puis même la phrase qu'elle sort un peu au dernier moment pour que ça puisse être relayé, c'est une phrase un peu à la con. Et c'est dommage. Encore une fois, le film a bouleversé je pense dans mon côté le plus primaire, mais il y a tellement de choses qui sont un peu dérangeantes, mais en même temps il y a tellement de choses qui sont intéressantes. C'est ça le truc, c'est qu'on a l'impression que c'est vraiment une pièce à deux faces, hein. Ouais. T'as ce côté où il y a des trucs vraiment qui ne vont pas forcément être fins ou naïfs. C'est naïf. Il y a le côté haut niveau. On adopte Sophocle, on fait même l'effort de poser des prénoms. Et il y a des chœurs en plus, hein. Il y a des chœurs, il y a même l'oracle est là. Même l'oracle est là. Je dis pas sous quelle forme il arrive, mais même l'oracle est là.
Et puis derrière, il y a des petits trucs très puérils, genre on a fait des tweets, on fait sonner un téléphone dans le Oh là là, quelle horreur dans cette scène. pendant l'audience pour perturber le Ça. procès. Ça n'avait aucun sens. C'est Totalement. débile. C'est oui, non mais vraiment, c'est Alors j'ai envie de dire c'est adolescent, mais quand même ils sont pas aussi cons que ça quand même les ados. Ah ouais, non, là, rassure-moi, Ils sont pas euh. tous ados. Il y en a Mais- qui font plus jeunes adultes. Enfin bref, c'est pas Ah, la oh. question. Mais surtout que, enfin, on comprend l'idée qu'ils veulent faire chier le procès, mais au final ça marche pas du tout. Enfin, leur plan il tombe à l'eau en 30 secondes. Parce qu'au final, bah, ils se font tous virer, le procès, bah, il continue et il y a rien qu'à changer. C'est ça. C'était juste Non, pour c'est faire un dommage. peu la révolte des jeunes. Ça Eh oui. marche pas trop. Mais moi, un truc du coup que je trouve un peu dommage dans le film aussi, c'est bah, en fait un peu le traitement du personnage d'Antigone qui au final assez ramené une dimension du j'aime ma famille et c'est tout. Et je trouve que c'est un peu, enfin, y a pas beaucoup de nuances, pas beaucoup de doutes dans Ça, pour le coup, à ce niveau-là. Ben, en même temps, c'est le principe de base. Alors là, dans la pièce originale, c'était la loi. Elle invoquait la loi des dieux, si tu veux. Il faut les rites Ouais, non, funéraires oui. contre la loi des hommes. Le mec est déshonorant, donc on va pas faire les rites funéraires. Et puis c'était sa famille aussi, donc elle va prendre tous les risques pour son frère. Ici, c'est un peu le cas, même si c'est vrai que prendre tous les risques. non, là au contraire, je pense que ça peut marcher parce que faut rappeler ils arrivent en genre tous les 5 je crois du Québec. Après, en gros, ce qui s'est passé, c'est que au Québec, pardon, ou à Québec, au Québec, oui. Et en fait, parce qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est que c'est pas dit, mais c'est parce qu'en gros, ils voulaient quand même garder un côté universel. Mais dans les années 90, il y a eu les années noires en Algérie. Donc ces gens-là se sont enfuis par rapport à ça. Ouais, ouais. Et t'as cette idée où la famille, quand tu vas quelque part qui t'est totalement inconnu, bah c'est tout pour toi. Ça va jusqu'à. Et là, au contraire, je trouve que il y a une justification totale par rapport à cette idée que en réalité c'est tout ce qui lui reste, et cette idée de retour, enfin c'est un spoil, mais voilà, donc mais vraiment c'est ça qui est assez passionnant, c'est que t'as ce côté où c'est tout, enfin c'est tout pour elle, c'est même t'as vraiment un sujet très intéressant aussi qui je trouve est vraiment fait que le sujet, le niveau est un peu élevé dans le film, c'est quand ça parle aussi d'identité, de genre de est-ce qu'elle fait partie de la cité, tu vois ce que je veux dire, Évidemment, oui, mais à ce côté-là, et là ça la ramène directement à ce côté qu'elle n'est pas canadienne, elle n'est pas québécoise, et qu'en gros ça lui montre que voilà, enfin elle fait partie de ces gens, sa famille, donc t'as ce côté un peu on pousse un peu à garder ce côté communautaire, et puis il y a tout ça qui est intéressant, c'est toujours un sens, tu vois, peut-être pas assez. mais dans quelle scène? Parce que là, tu dis des trucs, mais moi, je l'ai pas Ouais, vu du pareil. tout dans le film. En gros dans les scènes de flashback, quand ils arrivent mais ça, oui. Oui, ça Mais- ok, mais par rapport à elle, réellement. parce que elle a de quoi être attachée, désolé, mais Mais c'est dans la scène avec la comment on appelle ça, l'oracle là. l'oracle, tu vois. C'est à ce moment-là qu'elle explique tout. Et c'est ça qui est dommage aussi, c'est que au lieu d'avoir un peu une idée sous-jacente qui fonctionne, c'est à un moment donné, faut qu'elle le verbalise. Et ça, c'est dommage aussi. Bah oui, mais c'est à la toute fin, du coup. Oui, mais c'est ça. Je veux dire, le film, il est quasiment passé, quoi. Parce que, enfin, tu dis qu'elle a rien à quoi se rattacher à part sa famille, c'est un peu faux. Elle est brillante scolairement, donc elle va avoir des études, elle a un avenir qui est plutôt tracé et qui s'annonce plutôt lumineux, elle a un petit copain qui lui propose même de l'aider, de l'héberger pour qu'elle s'en sorte. Enfin, de toute la famille, justement, c'est peut-être celle qui a le plus de raisons de se détacher de sa famille et de voler de ses propres ailes. Et au final, mais tout le t'as film ce drame qui les relie encore. bien tu sûr, vois. mais je veux dire, à côté de ça, donc il y a le drame lié à Éthéocle, etc., et qui va enfin, Pas celui-là, je parle de celui d'avant, enfin de. Ah oui, par rapport à sa famille, oui. Ouais. Je veux dire, mais même, enfin, genre, ok, il y a donc tout le rapport à la famille qui est important, et ça, je le conçois, enfin, même, enfin, je me doute que c'est un peu différent selon les cultures, etc., et que peut-être qu'avec les événements vécus, c'est encore plus fort dans ce milieu-là. Mais je veux dire que là, ce que je trouve, non mais, ce que je veux dire, c'est que là, je trouve qu'il y a vraiment presque pas de nuance à ce niveau-là, alors qu'on a quand même plusieurs révélations au fil du film qui font que normalement la personne devrait se poser plusieurs questions sur est-ce qu'elle vraiment son combat en vaut la peine, et c'est plus ou moins dit, mais vraiment on dirait que jamais elle se dit est-ce que je dois continuer ou non, alors que je pourrais juste vivre ma vie et être sûrement plus heureuse malgré tous les risques que je prends là, qui lui coûtent beaucoup trop cher. Enfin, le jeu en vaut pas la chandelle, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, je comprends. C'est dans l'idée. Mais après, voilà, enfin, en gros, ce personnage-là, elle le dit encore une fois devant l'oracle, mais t'as un délire de, c'est pas, enfin, elle n'a pas peur des humains, mais encore une fois, c'est des trucs très, elle a peur de, entre guillemets, Vise le micro quand tu parles. elle a peur des, c'est dur de viser. Elle a peur des représailles, en fait, en soi, enfin, pas des représailles, mais elle a peur de ne pas, satisfaire ou plaire à comment dire, à ceux qui sont déjà partis, tu vois, t'as tout Oui. après, je peux comprendre que ça puisse ne pas fonctionner pour ne pas, comment dire, ne pas être logique dans un sens.
Mais moi, c'est ce que vraiment j'ai compris, c'est par rapport, encore une fois, à cette scène d'ouverture où à la classe raconte cette histoire-là, et qu'elle a la scène avec l'oracle, bah, elle montre l'importance de ses parents, enfin, qu'elle n'a plus, de son frère qu'elle n'a plus. Voilà, ce côté où, en gros, c'est pour eux que je fais ça, c'est pour eux que je veux protéger la famille, tu vois, c'est un peu le parrain, tu vois, voilà, c'est une idée oui, ça ajoute un certain déterminisme un peu au film, en fait. Voilà, Enfin, de ça. base, c'est sûr qu'elle ne peut pas se détacher c'est de une ça. tragédie en plus, donc, Oui, bien sûr, mais je trouve que du coup, comme on est sur une adaptation moderne, ça aurait peut-être plus permettre. Ah, ça aurait pu, mais grave. C'était ça manquait de finesse. Mais c'est ça. Voilà. L'écriture, elle était pas encore suffisamment, je trouve, comment dire, fine, quoi. Ouais, c'est pas assez travaillé, c'est ça. Bon, c'est un peu superficiel, quoi. Voilà. Et touchant. Bien, je pense que face à une œuvre comme ça, le mieux c'est encore de garder le silence. Voilà. Vous aimiez le classique, on va en avoir. Alors pourquoi est-ce qu'on parlait d'Antigone aussi? C'est parce que le film, alors je le dis à la fin, mais voilà, c'était bien de le préciser. Antigone qui était sorti le 2 septembre 2020 en France et qui est déjà sorti en DVD parce qu'avec le Covid, on a raccourci la chronologie des médias. Il y a eu quelques autorisations pour les films sortis pendant cette période. Et donc, il est déjà disponible en DVD, VOD. C'est 3 ou 6 mois, hein, on est bon. Hein. C'était pas 6 mois normalement Oui, en général, c'est 6 mois. C'est 6 mois normalement. Après, Je crois que ça dépend des cas. Je crois qu'il y a certains qui sont ramenés à 3 mois. Hein. Alors, de mon souvenir, mais il faudrait revérifier. De mon souvenir, la VOD DVD, c'est 6 mois pour les gros succès. C'est ramené à 4 mois, je crois, pour ceux qui ont fait peu d'entrées. Un truc du style. Et c'est raccourci pour ceux qui ont pas fait pour ceux qui ont fait moins de 100 000 entrées, je crois. D'accord. Et donc, oui, le film Antigone est sorti le 15 décembre 2020. En DVD et en DVD. VOD. Non, en DVD et puis VOD, c'est pas la même date. Enfin, jeudi, décembre, voilà. Bon, bref, au moment où vous écoutez, il est dispo. Ouais. Voilà. Faut dire que, c'est ça. Faites pas chier à les regarder. Voilà. Par contre, c'est vrai que la distribution VOD, elle est pas faux folle. Je crois qu'il est sur Apple et il est sur Vimeo, sur je ne sais. Et sur une sombre plateforme qui s'appelle Voilà. I Love VOD. Donc, le mieux, c'est vous allez sur le site des Alchimistes, le distributeur, et vous verrez, vous trouverez. Bien. Autre sortie DVD. Classique du cinéma et non pas du théâtre. Silence, chers amis. これが何か知っておるか。キリシタンの彫り物でございます。つばCoronacare Cristo van Ferrer. Tomus padrino shosco steorus de wanaika. Dakara. Watashi tachi wa kare no koto o shiritai. Silence de Masahiro Shinoda, film de 71, en compétition à Cannes en 72, 45 ans avant le film de Martin Scorsese. C'est la première adaptation au cinéma du roman de Shuzako Endo. L'histoire se déroule au XVIIe siècle. Au Japon, 2 prêtres jésuites portugais débarquent donc sur l'île au pays du soleil levant pour réimplanter le christianisme, raviver la flamme de la foi et enquêter également sur la disparition de leur mentor, leur maître, le père Ferreira, qui a mystérieusement disparu il y a 5 ans, sans donner de nouvelles, et ils vont découvrir sur place le sort tragique et funeste qui attend les catholiques, les chrétiens, puisque le Japon mène une véritable inquisition contre eux et toute une campagne pour les faire renoncer à leur foi avec emprisonnement, torture, et le fameux rituel de l'efumi qui consiste à renier, à prouver le fait qu'on a renié la religion chrétienne en marchant, en piétinant une icône chrétienne. Film restauré et en ressorti Blu-ray DVD en mars 2020. Et pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? C'est parce qu'on a pu en profiter sur la plateforme VOD DVD de Carlotta. Carlotta, donc le distributeur et donc l'éditeur des Blu-ray DVD. Et donc sur la plateforme VOD, il était disponible pour les abonnés en avant-première durant ce mois de janvier, enfin début janvier. Parce que c'est fini là, au moment où vous écoutez le podcast, c'est terminé, il n'est plus disponible. Je suis navré, donc il faudra attendre le DVD ou la ressortie sur la plateforme VOD. Ça devrait, à mon avis, ça devrait être concomitant. Il y a des chances. De l'œuvre de Masahiro Shinoda, donc Silence.
Je me tourne vers celui qui nous évangélise, qui nous éclaire et qui veut nous convertir au film de patrimoine depuis son arrivée ici. Et pour notre plus grand bonheur d'ailleurs, Ellie. Oui, bah du coup, j'ai beaucoup aimé moi Silence de Masahiro Shinoda. C'était le premier film que je voyais de lui. Je m'étais un peu renseigné et je savais qu'il venait de la nouvelle vague japonaise, donc qui est un peu dans le même délire que la nouvelle vague française. On filme la rue, la société contemporaine et on critique. Et là, donc, il fait un film de studio, d'époque, costume. Il y a beaucoup de budget et ça se sent. Et il s'en sort très très bien. Donc dans ce récit axé donc sur les questions de la foi et donc du traitement de la religion au Japon. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le parti pris qu'il prend de travailler d'abord davantage la reconstitution de l'époque et de montrer quasi de manière documentaire comment les Japonais chrétiens ont vécu, avec beaucoup de scènes dans les villages, etc. et comment ils ont souffert de l'Inquisition. Et ça prend même, je trouve, le pas sur la condition des prêtres et leur rapport à la foi, en fait. Vraiment, ce qui compte pour lui, c'est il s'attache à son pays et à son histoire et il veut vraiment nous faire nous montrer ce vécu. Et ça passe par une mise en scène qui est quand même quasi exclusivement en plan fixe et qui traduisent des sortes de tableaux vivants, en fait. Et c'est super intéressant parce que ce qui compte, c'est ce qui se passe dans le cadre, c'est vraiment les mouvements en son sein et on sent que tout a de l'importance. Chaque geste, chaque mouvement est une sorte de solennité, une sorte d'impact vraiment. Et on est devant cette espèce de fresque sur un pays et une époque qu'on n'a pas connue, mais on est vraiment plongé dedans et c'est un régal à voir, notamment parce que la photographie est sublime et que chaque cadre est pensé, parfaitement composé, notamment dans la deuxième partie qui va jouer davantage sur un fermement dogmatique avec des surcadrages à foison, etc. Et je trouve que c'est un film qui est plutôt brillant dans sa conception. En deux parties et qui est porté donc notamment par un père Rodriguez qui va nous permettre de suivre toute cette histoire d'inquisition à travers son regard, mais en même temps avec un côté un peu détaché et un regard assez neutre et critique sur pourquoi la religion a été apportée au Japon. Et c'est très intéressant et je suis très très content de l'avoir vu et c'est un film qui vaut largement le détour, je pense. Éléonore ? Sœur Éléonore. Sœur. Aïe aïe aïe. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de femmes par contre dans ce film. Là, mais on s'en fout. Test de Bechdel, c'est tellement pas le problème. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, moi aussi. Et qui, alors de base, m'a quand même un petit peu intriguée. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui est plutôt athée, agnostique, et donc tous les films qui traitent de la religion sont un peu touchy pour moi. Je sais pas, enfin, faut que le point de vue soit assez clair et intelligible et critique quelque part pour que le film m'intéresse. Et du coup, ce film-là m'intriguait plutôt parce que c'est un film donc réalisé par un japonais que je ne connaissais pas avant. C'est mon premier film de ce monsieur que je vois, mais qui se place en tout cas au tout début du film plutôt d'un point de vue portugais, donc européen. Donc je voulais voir un petit peu ce que ça allait donner. Donc il faut savoir que le film se construit en deux parties. Donc il y a toute cette première partie, on suit ce couple de prêtres portugais qui arrivent de Macao un petit peu en loose day au Japon et qui sont là un petit peu pour prêcher la bonne parole et retrouver leur mentor, le prêtre Ferreira. Et toute cette partie est du coup plutôt, va les valoriser quelque part, va les montrer en train de discuter avec des chrétiens dans certains villages le long de la mer. Et du coup tu te dis peut-être qu'il est parti dans l'idée un petit peu de montrer l'intérêt de la religion chrétienne au Japon. Mais la seconde partie du film va totalement ailleurs et on comprend qu'il essaye un petit peu de confronter les points de vue et de faire quelque chose de plus nuancé en proposant une vision plus politique de la religion. Il montre que la présence de ces prêtres n'est pas forcément si simple et qu'elle apporte pas forcément que la bonne parole et qu'il y a toute une question de responsabilité de leur présence au Japon. Donc notamment par des séquences de torture assez terribles qui sont filmées de manière très lente et qui sont très prenantes et assez terribles à regarder. Et au final, le film nous laisse assez pantois et on ne sait pas forcément très bien qu'en penser. Et ce qui fait tout l'intérêt de ce film, qui en plus est aidé par une photographie magnifique, avec des plans de mer et de falaises sublimes. Parce qu'il faut savoir que la plupart, pendant le début du film, ces deux prêtres ne sont que le long de la mer, donc sont à la marge du pays, et c'est donc très intéressant à regarder. Marwan.
Non, mais bah, là, pour le coup, je ne vais pas forcément dire d'autres choses que mes comparses. Je trouve Merci Marwan. Voilà, on va gagner du temps. Et donc, ouais, en vrai, je trouve que le film est également un film assez merveilleux pour sa mise en scène, pour ce travail sur le son, sur ce qui a toujours une certaine dissonance, qui est assez intéressant. Je sais que t'allais faire une blague. Thomas, Je ferai pas de blague. je sentais venir la blague. J'ai quelque chose à dire sur le son, mais Ouais, j'attends ok. mon tour. Donc il y a un jeu sur la dissonance qui est assez impressionnante. Il y a en fait le film se base vraiment sur le symbole. Le symbole est vraiment constamment là et vraiment constamment bien mis en scène, ce qui fait qu'on est toujours happé par ce rythme lent mais prenant, par la moindre par l'évolution intérieure des personnages, particulièrement du personnage principal, du père, et en même temps aussi du personnage du japonais qui les accompagne régulièrement, je ne sais plus comment il s'appelle. Et voilà, donc il y a un vrai travail sur ça qui est à chaque fois mis en exergue à travers des dialogues, on va dire pour moi essentiels, en plus d'être fonctionnel et vraiment magnifique entre le comment il s'appelle entre le père et le père. Et le père, les deux pères. Ah, aussi, les deux pères, c'est un dialogue très intéressant. Mais à chaque fois, je trouve que les dialogues entre deux autorités apportent toujours quelque chose de terriblement important et de terriblement passionnant. Et dans ça, c'est vraiment une question sur la religion qui n'est pas forcément dogmatique, et c'est ça qui est aussi très intéressant et qui pose à la question. Et en même temps, on aurait pu faire un truc on va dire très manichéen, mais au contraire ça ne l'est pas vraiment. C'est que ce n'est pas les méchants japonais contre les gentils, pour moi personnellement, c'est mon avis, contre les gentils missionnaires. C'est au contraire, c'est plutôt un rapport sur une religion qui veut s'importer ailleurs, et comment un pays veut essayer, ou au moins du moins les pouvoirs établis veut essayer de s'en préserver après un moment, on va dire, un décès. Et c'est intéressant parce que ça joue beaucoup sur le symbole, sur le pouvoir, et chaque situation est importante. Par exemple, le père a ce côté très cette comparaison très forte avec régulièrement, on a l'impression qu'il se voit comme un martyr constamment, comme un simili de Jésus, et c'est ce qui en fait, on va dire, sa faiblesse, et on voit que sa façade s'étiole au fur et à mesure, son esprit devient de moins en moins clair, en disant, et alors que c'est ça qui est drôle, c'est que au contraire, c'est que les Japonais, on les voit comme les gros méchants au début, et au fur et à mesure, quand on les voit vraiment, on comprend, entre guillemets, les Japonais, donc le pouvoir établi, on comprend leur situation, on se dit, ok, s'ils veulent faire ça, c'est parce qu'ils veulent éviter ça, c'est politique. Et je trouve qu'au contraire, c'est qu'il y a un véritable jeu d'échange qui est très fin et qui est très fort. Donc voilà. Un très beau film. Le film est beau, l'image est belle. Alors même si des fois sur l'éclairage c'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup de naturel. Donc des fois c'est très très lumineux, et des fois c'est très sombre. Tu penses à la nuit américaine de la scène de peinture Par exemple. Non, moi le film s'appelle Silence, et j'aurais tellement voulu que ce soit un film muet. Parce que au niveau du son, c'est très dur. Je l'ai vu avec le casque sur les oreilles. Je sais pas dans quelles conditions vous l'avez vu également. Je sais pas du tout. Donc j'ai vu la version Carlotta sur la VOD. Hein. J'ai joué le jeu sur YouTube. Alors j'aurais pu. Il y a des versions dégueulasses, pixelisées, tout ce que tu veux, et pas restaurées en plus. Donc non, ne faites pas ça. Franchement, pour ce que ça coûte, il y a même un essai gratuit. Franchement. Découvrez la plateforme Carlotta. C'est l'occasion. Voilà, on en a déjà parlé pendant le premier confinement, et bon, c'est pareil pour beaucoup de plateformes, et celle-là vaut le coup. Non, franchement, non, là, je conseille absolument pas d'aller voir les versions craquées qui sont vraiment dégueulasses et pixelisées. Non, là, quoi? Non, je dis déjà faut pas aller. Non, vous allez vous faire du mal en plus de la bande son. Là, la bande son, c'est du mono. Bon, pourquoi pas? Il y a pourquoi pas? Mais c'est assez difficile. Il y avait de la post-synchro, il y a du bruitage à la main. Voilà. Alors les cigales, ouais, on les a entendus dans la bande. Non, les cigales. Voilà, les pattes à clope des chevaux, et surtout le doublage des acteurs, la post-synchro des acteurs anglais qui jouent des portugais.
C'était très très douloureux. Ça ne m'a pas dérangé, personnellement. Ouais, pareil, hein. Ouais, moi non plus, hein, pas du tout. Moi, j'avais beaucoup de mal. En plus, je trouve que le jeu était pas, enfin, je les trouve très désincarné, très distant. Alors peut-être que c'est voulu, mais quand j'ai le père qui regarde un village qui crame et qui fait, et on a le doublage, il y en a un qui fait, oh, regardez, le village brûle, et l'autre qui fait, c'est terrible. Et il y a tellement peu d'émotions, j'ai été tellement perdu par cette bande son, et j'ai eu énormément de mal à m'impliquer dans le film. Bon, et puis j'ai pas la joie de Thierry à voir des chrétiens se faire massacrer, donc se faire torturer. Donc bon, il y a ce côté-là. Alors oui, je reconnais que les scènes de torture sont vraiment bluffantes, elles sont prenantes. Il y a un truc, c'est très inventif. Voilà. Il y a un truc avec la marée, il y a un truc, il y a un cheval à un moment. La mise en scène, on va dire, sublime l'anxiété que peut nous procurer ces scènes-là, donc de danger, c'est pratiquement celle du cheval, tu vois. Genre, celle du cheval, c'est sûr que t'es assis normalement pendant tout le film, disons, et quand t'as cette scène-là, t'es plus les mains sur les jambes, en train de regarder la tête en avant pour voir si le mec va mourir ou pas, quoi. Voilà. Donc moi j'ai quand même des bémols sur ce film-là, la bande son. Je relèverai pas la whiteface. Bon, avec Tetsuro Tamba qui joue Cristiano Ferreira. Voilà, il y a un japonais qui joue un occidental. Ah ah. Et la personne dénonce là. Non, il est maquillé comme un zombie. C'est assez surprenant. Il y a peut-être aussi un côté un peu volontaire là-dedans pour montrer que c'est un prêtre qui justement a complètement perdu son identité il première, a été assimilé, en fait. C'est Ouais, un ça. vendu. Voilà, exactement. Ouais, parce que je me disais, mais quand même c'est bizarre. Il parle super. Autant les autres ils parlent en phonétique, autant là il parle super bien japonais. Et effectivement, oui, d'accord. Et il avait un maquillage bizarre aussi. Il était gris. Il était tout gris, le mec. Mais je trouve que ça fonctionne bien. Enfin, j'ai même pas vraiment fait attention. Et moi, je savais même pas que c'était un japonais, pour vous dire. Mais moi j'ai bien aimé la réflexion que tu faisais sur le côté christique complètement du personnage, et en fait c'est ça, c'est que Shinoda met en avant que petit à petit ce qui semble être sa force, en fait ça devient un orgueil qui l'aveugle complètement sur les dérives de son comportement, et le fait qu'il se prenne pour le Christ, c'est tellement bien montré, comme tous les moments où il parle avec Kishijiro, enfin celui qui en fait dit qu'il va toujours se convertir mais qui au final finit toujours par le Judas, exactement, le Judas qui finit toujours par cracher sur qui fait les foumis toutes les 2 minutes. C'est vraiment, le mec il a un hobby dans tout le film, c'est il fait oh je crois en Dieu. Tu crois en Dieu? Ok, je marche sur la vignette. C'est le plus malin du film, quoi. Ah oui, clairement, c'est un peu la caution maline du film, mais qui du coup, dès qu'il interagit avec Rodriguez, ce qui est super intéressant, c'est que Rodriguez des fois il pète des câbles, il se met à hurler, et d'un coup il y a la musique qui s'élève comme si vraiment c'était Dieu qui parlait à travers lui. Totalement. En mode il faut que tu te reprennes en main, il faut que tu aies la foi, etc. Tu ne dois plus être Jésus faible. lui a dit avant le chant du coq par 1000 fois tu rediras mon nom. Mais d'ailleurs il y a un moment où il y a une scène comme ça avec le coq qui chante 2 fois, et je me suis dit ça fait très clairement écho à cette scène de la Passion du Christ, et c'est super intéressant, et voilà, le parallèle christique, il va très très loin quand on le voit marcher avec les pieds complètement détruits, une espèce de chemin de croix quand il se fait emmener, enfin voilà. Et moi j'aime beaucoup voilà le fait qu'il crée cette assimilation entre le Christ et le prêtre pour finalement critiquer cette espèce d'obscurantisme religieux qu'il va avoir tout au long de la deuxième partie, et qui se cristallise dans l'échange avec le gouverneur, qui est purement politique et brillamment mis en scène. Et c'est vrai que voilà, le film réussit très très bien à nous montrer 2 points de vue sans fondamentalement prendre parti, mais simplement nous montrer une sorte d'incompatibilité à quelque chose qui a été forcé pendant un temps par les occidentaux, et je trouve ça très très beau et très malin. Donc voilà, bon, si vous n'êtes pas gêné par la post-synchro et des Anglais qui jouent des Portugais comme des briques, eh bien ma foi. Oh là là. Et des Japonais qui jouent des Portugais. Et des Japonais qui jouent des Portugais. Ouais, ça à la limite, il joue mieux que les 2 autres. Mais en même temps, il est dirigé, donc voilà. Mais ça revient, du coup, on va prolonger. Sinon, je pourrais lancer le débat sur c'est difficile de mettre en scène dans une langue étrangère à la sienne. Là, on peut en parler des heures. Là, on peut en parler des heures. Voilà. J'avais en tête J.S.A. par exemple, où c'est coréen cette fois-ci, c'est pas japonais, mais dès qu'il y a une scène avec des Anglais, du coup, c'est catastrophique. Bon, bref. Ou la vérité. C'est ça. Bref, Silence. Le lien est tout tracé puisqu'on va parler cinéma muet à présent.
Charlie Chaplin, le génie de la liberté. Waouh, Rien que ça. rien que ça, ça va, c'est pas pompeux comme film, tout va bien. Le dieu du cinéma. L'inventeur du cinéma. La réincarnation de Jésus. Film français de François Aimé et Yves Geland à la réal, avec la voix de Mathieu Amalric, qui retrace la carrière, qui rend hommage à la carrière de l'acteur le mieux payé d'Hollywood, Charlie Chaplin. Je sais pas si vous le connaissez, mais il Je est un sais peu pas, connu. c'est un mec, Petit acteur, il a petit, eu un petit succès, voilà. Ouais, mais il parle pas, c'est chiant. Enfin, C'est on ça. s'ennuie, c'est vieux. C'est ça. Au niveau des blagues. Film hommage à Cannes Classique, effectivement, dans la sélection officielle de 2020. C'est un documentaire, mais ne vous y fiez pas. Moi, je croyais quand on a commencé, quand Ellie l'a proposé, je me suis dit, c'est bon, un doc, ça va faire 50 minutes, 1h20, ça va aller vite. C'est Ellie qui l'a proposé, C'est moi qui réfléchis un propose peu. un Hein. Du patrimoine, et ça dure 2 heures. Voilà. Il fait 2h30. Voilà. Ah, c'est... Bon, voilà. T'es un peu Mais- naïf. Hein. Mais ça passe crème, effectivement, Ah non, car c'est avec la voix de Mathieu Amalric, on a des images d'archives Mm. ou des images des films dans une qualité exceptionnelle. Et On bien, revient bien, hein. sur la carrière des origines, jusqu'à ces derniers jours de Charlie Chaplin. Les milieux, les milieux modestes, le début du succès, l'indépendance aussi, l'engagement politique, l'exil en Europe, les frasques Ouais. aussi. Même si certains chapitres sont passés plus vite que d'autres, on va en parler, je pense. Ça, c'est sûr. Mais un très très beau film, un sacré morceau, Mm. est disponible gratuitement sur France 3 et sur la plateforme du coup de France TV. Donc Chaplin, alors tapez le nom en entier par contre, hein, Charlie Chaplin, le génie de la liberté, sinon vous allez vous retrouver avec plein d'extraits, d'émissions ou autres qui parlent de Chaplin. Donc tapez le nom en entier. Mais c'est disponible jusqu'en mars. Je Et crois, c'est jusqu'à début mars. Voilà. De Un quoi peu se de faire plaisir. Eh bien, je me tourne vers les génies du podcast. Maintenant, qu'avez-vous pensé de ce film? Qui vous commencez sur ce génie pantomime? Bah, je vais commencer pour parler de ce génie pantomime avec des cartons. Oui. Donc là, vous devrez imaginer ce que je vais dire. Non, plus sérieusement, je trouve que c'est un film qui est très intéressant dans sa manière de raconter l'histoire de Charlie Chaplin. Ça met en avant, je trouve, quelque chose qui est propre à toute création, à tout créateur. C'est que le créateur s'inspire de ce qu'il a vécu. Et dans ce qu'il a vécu, enfin, Chaplin va, dans ses courts-métrages, beaucoup raconter, ramener, on va dire, ce qu'il a vécu. Et on sent toujours que c'est un peu une sorte d'introspection dans ce personnage de Charlot. Et en fait, les réalisateurs du documentaire ont décidé d'utiliser ces images, donc de courts-métrages, pour souvent mettre en avant des scènes qu'il a vécues ou des choses qu'il a vécues, en fait. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est que ça crée une très belle linéarité, un très beau, une sorte de récit interne qui est vraiment passionnant. Et après, ce que je peux, on va dire, reprocher au film, c'est une sorte d'amour aveugle pour ce monsieur. Et pas dans le sens où il y a une sorte de glorification qui est intéressante, mais qui est peut-être un peu des fois contre-productif. Et voilà. Mais sinon, c'est vraiment passionnant parce que ça aborde vraiment tout. Et 2h30, c'était ce qu'il fallait faire parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui étaient abordées. Même s'il y a eu des moments, comme Thomas le sous-entendait tout à l'heure, il y a des moments qui étaient, on va dire, passés en soum-soum. Comme des En soum-soum. Au moins on en parle. Au moins on en parle. Ouais, tu peux dire clairement ce que c'est, hein, au point. Oui, on va en parler, c'est pour ça. Mais ouais. Est-ce que tu parles de Lisa Gray, par exemple? Ah oui, oui, oui. Ce nom doit vous dire quelque chose. Nous avons les noms. Et voilà. Le mémorial des victimes de Chaplin. Ou encore, en gros, c'est vrai que pendant une longue période, en réalité, hein, mais c'est parce que il était assez tyrannique parfois sur ses plateaux. Et encore une fois, c'était assez aussi, c'était, on va dire, enfin, il l'était parfois, mais c'est parce que voilà, il avait plein de choses à penser. C'était un bon gars quand même. Et puis, il y a souvent des trucs comme ça. Et c'est dommage parce que, au contraire, c'est un mec qui était tellement, on va dire, obnubilé par l'idée de sortir de la pauvreté, ou de laisser des messages. Il y avait ce côté il était tellement dans une sorte de perfectionnisme que il s'est enfermé, on va dire, dans ça,
et en devenant un peu un gros connard dans cette idée de vouloir voilà, enfin en voulant juste atteindre ses objectifs, et même si ça il devait virer des gens à la masse. C'est quelqu'un qui était consacré Mais c'est ça. entièrement à son art. Bah oui, totalement. Effectivement. Niveau perfectionnisme, à côté, Fincher, c'est une tanche, parce que là, franchement... C'est vrai qu'il y a une anecdote très drôle où il a fait 400 fois une scène avec les bobines en plus. Avec la pellicule, Oui, c'est un ouais. malade. Ça coûtait quelque chose la pellicule à l'époque. C'était City Light, c'est ça. C'est quand ils en parlaient, c'est-à-dire que quand il a commencé à avoir du succès, du coup on a débloqué des moyens pour lui, et avec les moyens, ça a développé sa créativité parce qu'il avait plus de moyens pour s'entraîner, pour travailler ses films, et du coup il montrait une scène où une chute sur un escalier, il bosse une chute sur un escalier, il a fait 40 prises de la chute pour voir si ça marchait. Comme il voulait, ouais, c'est ça. Voilà, c'était fort. Éléonore. Oui. Alors moi je suis un petit peu plus, je suis mitigée quant à ce film. Il faut savoir que je suis très difficile par rapport au documentaire. Je trouve qu'on a un petit peu trop tendance à ce que le documentaire passe son propos pour quelque chose d'objectif, quand très clairement c'est subjectif, parce qu'un documentaire est forcément subjectif. Je n'aime que les documentaires qui montrent bien leur dispositif et qui font bien comprendre qu'ils sont subjectifs. Donc déjà là, la voix de Mathieu Amalric est très agréable à écouter, mais le fait d'utiliser cette espèce de voix off omnisciente, alors que très clairement elle est très subjective, ça m'a un petit peu agacée. Donc je reviens un petit peu sur ce que Marwan a dit, et donc je suis totalement d'accord. Ça aurait nécessité plus de distance et une mise en scène, on va dire, peut-être, je sais pas si on peut utiliser le terme mise en scène dans ce cadre-là, mais en tout cas mieux tourner les phrases pour qu'elles donnent l'impression de bien montrer que c'est un avis et non pas la réalité en tant que telle. Et deuxième truc, c'était très très bien de voir toutes ces images d'archives, dont certaines qui sont apparemment assez rares, mais la plupart ne sont pas sourcées. On ne sait pas d'où elles viennent. Enfin, certaines oui, certains films sont cités, d'autres non, pas du tout. On ne sait pas, on n'a pas les dates, on n'a pas les... Et c'est vraiment dommage. Ça m'énerve toujours un petit peu. Ceci dit, c'est un film qui se regarde très bien, c'est une personnalité incroyable, le film donne très clairement envie de voir ou revoir tous ces films, et ça reste évidemment, et ça reste une personnalité du cinéma qui est qu'on doit voir, quoi. Surtout qu'il était quand même très engagé, et que ce type de personnes très engagées, j'adore ça, j'adore connaître leur vie, savoir pourquoi ils ont fait ça, oui, du coup c'était quand même très passionnant. Après, on va revenir, je pense, du coup, sur les fameuses frasques qui sont quand même très vite passées sous silence, et on sent très bien que c'est un peu façon de dire oui, non mais il a quand même été victime dans ces situations, alors que pas forcément. Bon, je suis d'accord, on peut prendre ce point de vue, mais du coup, bien faire comprendre que c'est qu'un point de vue. Juste un point de vue. Donc notamment ces histoires avec les femmes, parce qu'il a toujours été avec des femmes très jeunes, avec des histoires très compliquées. On va pas non plus s'arrêter plus longtemps dessus, parce que je connais mal ces histoires-là. Mais c'est un petit peu dommage la manière dont le documentaire traitait ces questions-là. On a Finkielkraut qui veut réagir sur sa femme de 12 ans. Et vite fait, pour mettre en opposition avec ce documentaire, c'est que t'as le Hollywood Babylon, c'est un livre de Kenneth Anger qui, à plusieurs reprises, va parler de Charlie Chaplin par rapport à sa relation avec Linda, je sais plus quoi. Sa copine de 12 ans. Lita Gray, pardon. Donc, avec Lita Gray. Ça, c'est Lita. Dit comme ça, c'est incroyable, hein, vraiment. Hein. Non, voilà. Et donc, en gros, et d'autres histoires comme ça. Et là, au contraire, c'est qu'il y a vraiment ce côté où il est dit de façon crue. Il y a pas cette glorification du personnage. Et ça, c'est intéressant. Donc, si vous voulez dire des histoires, même par rapport à Manque, pour faire le lien grossier des années 20, 30, 40, ce livre est très très bien, et au contraire, a cette envie de tout dire sans forcément avoir un véritable il est pas dans la glorification, et au contraire il montre tout comme ça, et c'est vraiment passionnant, et ça peut être un complément dans tout ça, et voilà. Mais ça, non, c'est vraiment passionnant de voir à quel point
c'est passé sous silence ou c'est passé très très vite ce genre de sujet. Mais c'est un grand artiste, l'âge n'a pas d'importance, c'est comme Michael Jackson, arrêtez. On pourrait le comparer à Leonardo DiCaprio, parce que pour le coup, pas plus de 25 ans à chaque Ah fois. oui, il s'arrête à 25. Ouais, mais je l'ai pas entendu commencer à 12 ou 16, si tu veux. Ah. Bon. On attend quelques années, ça va. Non, on n'espère pas. Quoi. On n'espère pas. On parle de Lita Grey, on en rit. Alors, pour préciser, c'est une jeune actrice qui est sur le... visiblement, il commence à s'attacher à une actrice de 12 ans. Mais... Sur le tournage de The Kid. C'est ça. Mais finalement, ils sont séparés, elle est retirée du plateau parce que bon, ça commence à là. Mais il entretient une correspondance, si je me souviens bien. Ouais. Et elle revient à 16 ans sur un autre tournage. Et là, il lui fait un gamin. Et là, bon, il est obligé de l'épouser pour taire les scandales et autres. Voilà. Ouais, mais en fait, il y a routine. La routine. À Hollywood, la routine. Mais en fait, très vite, on voit que la mère en a entre guillemets profité pour essayer de sortir un max de thunes et de... Évidemment, mais c'est toujours comme ça dans ces affaires-là, bien sûr, Marwan. On peut enfin dire que Chaplin est non coupable dans cette affaire. Non, si, t'es vraiment coupable. Oui, effectivement, oui, c'est la manière dont ça a été tourné dans le doc. Comment tu dis ça, là, en mode, oui, donc la mère en a vite profité pour gagner de l'argent, comme si c'était vraiment lui qui était, lui, il avait rien fait. Ah bah, si, mais lui aussi. C'est les deux camps, et la pauvre fille qui Ouais, d'ailleurs, le mariage a pas tenu très longtemps, même s'il y a eu un autre gamin derrière. Ouais, il y a eu 2 gamins. Ouais, quand même, hein. Efficace, le bougre. Voilà. Il en a fait 8 avec sa dernière. Bah oui, non, il a combien de gamins, le mec? Par contre, le film ne nous dit pas combien il a de gamins, mais c'est vrai qu'il y en a. Il en a eu 8 avec la dernière. Ouais. C'est pas mal de gens. Ça fait déjà 10 en tout, de base. Presque une équipe de foot, hein. Je crois qu'il avait, il en avait déjà Chaplin. dans le premier mariage, je crois, non? Enfin, il fait une équipe de foot, je pense. Vraiment, je crois qu'il y a 3, 8 plus 3, ouais, c'est ça. Voilà. Bon, bref. Il y parlait pas, mais hein, McCain, c'est ceux qui en parlent le moins qui en mangent le plus. Oh non. That's what she said. Ellie. Donc ouais, moi c'est moi qui est incité à ce qu'on regarde le documentaire. Moi je l'avais vu avant, dès qu'il est passé sur France 3, et j'avais trouvé ça très très intéressant, et je me suis dit que ça serait intéressant justement de voir ce que tout le monde en pense, et de la manière dont est amenée justement la carrière de Charlie Chaplin. Et je suis assez d'accord avec quelques-uns des reproches, hein, notamment celui d'Éléonore sur les sources, que je trouve vraiment dommage, parce qu'au final, le seul moyen de les avoir, c'est d'attendre le générique de fin et de faire pause toutes les 2 secondes pour savoir d'où ça vient, sauf qu'on n'a pas la référence forcément à l'image en question. Enfin, c'est un peu dommage. Et le documentaire ça coûtait rien à faire de base. Dans le... là pour cause. Mais du coup, je pense qu'il y a une question artistique qui se pose. Est-ce qu'on le met à chaque image et du coup le spectateur va passer son temps à regarder et à lire le truc? Pourquoi pas, c'est pas non plus très compliqué. Ou alors ça peut être justement tout le discours que dit Mathieu Almalric fait un petit peu jolie petite histoire, mais est-ce que ça aurait pas été plus intéressant que du coup il fasse un miroir avec ce qui est écrit à l'écran, et que d'ailleurs tout ce qu'il dit soit plus sourcé, parce qu'il y a certaines des choses qui sont dites, genre il est resté enfermé dans sa cabine du bateau parce qu'il était mal pour je sais quelle raison, peut-être qu'il avait juste le mal de mer, hein. Après, beaucoup de choses ont l'air d'être tirées de ses mémoires aussi. C'est ça, ouais. Visiblement dans le texte. Il cite souvent les mémoires de Chaplin pour le coup. Donc, j'imagine que pas mal des anecdotes comme ça qui semblent très farfelues ou improbables viennent de là, enfin, je pense. Oui, d'ailleurs, il y a certains moments où il les lit carrément. Oui. D'ailleurs, c'était les meilleurs moments, parce qu'au moins on sait à peu près... c'est super intéressant quand il s'attache à lire ça. Et oui, et bien sûr, donc le fait que les frasques, c'est vrai que c'est un peu expédié, c'est un peu dommage. Mais encore une fois, enfin, je pense pour le coup que, enfin, le titre ne ment pas sur ses intentions. On s'appelle Le génie de la liberté. Dès le début, ça dit clairement que le film fait référence au fait qu'on va fêter les 80 ans, non, les 100 ans même, les 100 ans du Kid. Et enfin voilà, on sent que le but est quand même d'essayer de montrer toute la carrière et la beauté de la carrière de Chaplin. Et qu'ils ont parlé de ces frasques parce qu'il fallait en parler, tu peux pas passer ça complètement sous silence, mais que voilà, ce qui comptait, c'était vraiment mettre en avant le côté génial de la personne. Et c'est vrai que c'est un peu dommage de pas forcément relier ça à d'intégrer ça vraiment à sa vie, qui est quand même sinon très très bien renseigné. Enfin, le documentaire est quand même très très riche et très très dense en informations. Et voilà, et moi surtout ce qui m'avait marqué, c'est pour ça que j'avais voulu qu'on en parle, et qu'on le regarde surtout de base, c'était toutes les images d'archives complètement improbables qu'il y a, genre que ce soit sur lui quand il est chez lui en train de faire des petits trucs, des expérimentations, les making of de ses films, enfin franchement la scène du making of des Lumières de la ville, c'est dingue, je trouve. Enfin, c'est le truc qu'on rêverait d'avoir sur tous les films de cette époque-là, parce que on se demande parfois comment ils ont pu faire certains films, et là on peut le voir, c'est assez fou.
Et voilà, que le fait que c'est un boulimique de travail, que franchement le succès qu'il a eu, il l'a amplement mérité parce que il s'est pas juste reposé sur ses lauriers. Et c'est très beau et très inspirant à la fois d'un point de vue créatif pour tout le monde, et en même temps d'un point de vue culturel. Enfin, on a envie d'en voir plus, de se renseigner sur lui, sur cette époque, de voir ses films et c'est très très beau, très intéressant. Ouais, il y a un travail de montage hallucinant. Oui, bah d'ailleurs, c'est ce que disait Marwan au début sur le fait que les films sont utilisés pour illustrer ce que dit Mathieu Amalric, et ça, je suis très d'accord, et c'est notamment sur la partie sur l'immigration, etc., où il montre, le court-métrage, les migrants, et le fait que, voilà, en fait, tout ça apporte une vraie fluidité, enfin, on sent que le montage est très très réfléchi quand même, et c'est très très plaisant, il y a pas beaucoup d'effets de style un peu pompeux en plus, enfin, c'est vraiment assez sobre et très très bien fait, on est vraiment sur du docu-hommage, de haute volée, on va dire, enfin genre c'est très abouti à ce niveau-là. Juste c'est dommage, voilà, les manque de sources. On va leur taper sur les doigts. Oui, en fait, voilà, les sources sont dites à la fin, donc si on veut vérifier, il faudrait aller creuser peut-être un peu mais plus. peut-être sur ce que tu disais en mode ça va déranger le spectateur, en soi oui et non, parce qu'en fait il a pas l'obligation de lire s'il voit le nom, c'est juste que tu le mets en haut à droite ou en bas à gauche, je sais pas, enfin n'importe où, en soi, enfin juste tu vois l'année, le nom du film ou l'image. Mais moi je pense vraiment qu'il y a vraiment un délire de récit à l'image, c'est-à-dire que qu'en gros dans le sens où il crée, on va dire, une histoire imagée à travers tout ça en fait. Et en gros, dans le sens où si on installe à chaque fois les références, à chaque fois d'où ça vient, ça peut briser cette volonté. Après, je pense encore une fois que c'est une volonté artistique entre guillemets. Et dans cette idée-là, ça peut évidemment ne pas plaire, mais oui, mais alors pourquoi ils l'ont fait pour certains films et pas pour d'autres? Ah, parce qu'il parlait des films à ce moment-là, tu vois. Ouais, enfin ça a très peu de sens que Non, ce que je veux dire, c'est qu'en général, quand il le faisait, c'était pour parler de la vie du personnage et pas forcément des films en question. Oui, non, mais j'ai compris, mais du coup, même si c'est parce qu'il parlait des films à ce moment-là, enfin, pourquoi ne pas le faire? Enfin, ça a pas de sens, je trouve. Encore une fois, en gros, cette fois, c'était pour signifier les longs métrages. Après, je trouve, je sais pas vous, mais je trouve que là, il y a des moments où on passait un peu du coq à l'âne en termes de films. On partait de genre de 1917 à 1920. Pour moi, j'ai eu un peu de mal. J'étais un peu paumé par moment. Peut-être. Je suis juste être un peu retardé. Non mais ça m'a pas spécialement marqué. Ouais. Cette espèce de en fait le truc c'est quoi, c'est que des fois il après parlait... c'est qu'il fait la même chose pendant plusieurs années, il enchaîne les courts-métrages pendant un moment, donc si on a des extraits de tous les courts-métrages qu'il a fait non, c'est pas ce que je voulais dire, c'est que par exemple le Kid c'est vite fait, enfin il en parle de façon assez, je trouve, bref, ou même des fois on passe directement au film d'après. C'est vrai qu'il y a un moment il parle de la ruée vers l'or qui est beaucoup plus tard, voilà, et après d'un coup il revient en arrière. Voilà. Ça m'a pas je me suis dit on va passer directement en 1925, enfin on oublie le Kid et tout, alors peut-être parce qu'ils l'ont mentionné en intro, et du coup j'avoue que ça je me suis posé la question. Surtout qu'ils parlaient d'United Artists à ce moment-là en plus, c'était important, c'est que c'est grâce à United Artists qu'il a pu faire de Kid et tout. Non, c'est vrai qu'il y a deux trois, mais bon après au final ça retombe sur ses pattes, mais voilà, moi je maintiens la frustration de ne pas savoir d'où viennent toutes les images. J'avoue que parce qu'il y a vraiment des moments où il y a des plans qui sont super beaux, et vu il a parlé de genre 3-4 films en même temps, qui raccroche ça à un événement de la vie, tu sais pas du tout à quoi c'est lié, et tu te dis mais alors là, imaginons je veux voir le film dans la foulée, genre faut que je fasse des recherches pendant genre 10 minutes pour savoir, alors qu'il y avait juste le nom, je m'emmerde moins quoi. Et c'est vrai qu'il y a le passage United Artists où il s'associe avec d'autres cinéastes et d'autres acteurs surtout indépendants qui avaient un nom assez fort pour pouvoir fonder quelque chose. Ford, Douglas Fairbanks et voilà, c'est ça, et je me disais quand même ça a plus de gueule que quand les musiciens voulaient faire leur plateforme de streaming avec Madonna sur la table en train de signer. C'est autre époque peut-être. Non, mais moi après je rajouterai pas plus. De toute façon, moi j'avais peur de la durée, j'ai été bercé justement parce que par ce récit à l'image, la voix d'Amalric effectivement qui berce aussi. J'aimerais bien avoir des enregistrements de lui avant de me coucher. Forcément, j'arrive pas à dormir. De la SMR par Amalric. Et on signe. Tu sais, il te lit un bouquin et tout. En vrai, ça peut m'aider à m'endormir. Hein. C'est super intéressant. Mathieu, si tu nous écoutes, Marwan a une proposition à te faire. S'il n'y a pas des livres audio enregistrés. Mais c'est possible qu'il y en ait. Il y en a avec plein de personnalités, je crois. Il y a plein d'acteurs qui en ont fait, donc pourquoi pas. C'est à chercher, c'est à creuser. Et il irait comme ça. C'est vrai qu'il voit bien grave. J'ai vraiment hâte. Mais pourquoi pas, ma foi. Bien. Génie de la liberté, Charlie Chaplin, donc dispo sur la plateforme de France 3, sur Internet. Merci France 3. Voilà, et peut-être sur Salto du coup, mais j'en sais rien. On n'est pas abonné à Salto, donc à quoi bon, j'ai envie de vous dire. Mais bon, sait-on jamais. Peut-être que si vous voulez voir les chiffres et les lettres en replay, peut-être que vous êtes abonné à Salto, je ne sais pas.
le petit tacle gratuit qui n'a rien à faire. Bien. Amour du cinéma muet, on va revenir au parlant, peut-être ou pas, je ne sais pas, avec les recos. Welcome to the Love Box. C'est la fin de l'émission. Pas complètement, puisque vous le savez, à la fin, c'est les recos. C'est la Love Box, comme dirait Thierry, qu'on a juste écouté ensemble à l'instant. Chers amis, qui veut commencer Je vais être dans la connexion, le lien total. Je l'ai lu il y a 2-3 mois, mais c'est en rapport avec Charlie Chaplin. Donc, allez, Marwan. L'idée. Ok, donc en gros, l'idée, c'est je voudrais vous parler de Hollywood Babylon de Kenneth Anger, qui revient. Il y en a 2 bouquins en plus. Donc, c'est un livre merveilleux de Kenneth Anger, qui est un peu une sorte de cinéaste très très underground, et qui raconte avec beaucoup d'histoires vraiment terribles des années 20, du cinéma des années 20, des années 10, même fin années 10, et années 30 et 40. Et en gros, il y a cette idée où on y voit toute tout ce qui est sombre chez l'humain dans le Hollywood de l'époque, et c'était terrible, des histoires même avec Mary Pickford, avec plein de gens, et c'est assez impressionnant, des meurtres, des trucs un peu cachés, on sait pas trop ce qui s'est passé, des règlements de compte, et en gros c'est un peu comment dire, la meilleure de vos commères, qui va vous ramener plein d'histoires super intéressantes, et il en a fait 2 bouquins, donc un plus sur les années 60, 70, 80, et celui dont je vais vous parler. Et il parle de l'histoire par exemple, avec Charlie Chaplin, ou les rumeurs qui se propageaient à l'époque sur le fait qu'il avait un gros zizi, et que... Alors, c'est ça. out of context, Marwan, faut sampler ça, gros zizi. Je note, sans le plaît. Non mais quand même, de toutes les anecdotes, c'est celle-là que tu ressors. Je la quoi. retiens, ouais, Incroyable. grave. Ouais, et Le mec, il a eu un bouquin exceptionnel sur Hollywood, quand même. Hollywood, hein, c'est le seul truc qui m'importe, c'est la bite de Charlie Chaplin. En même temps, le seul truc qu'on retient à Hollywood, c'est l'histoire de Zizi. Non, parce qu'il est sorti avec genre une... Je sais plus qui c'est. Elle essaye de justifier. Oui, oui. D'ailleurs, c'est elle qui en parlait. D'ailleurs, c'est le Z de TMZ, d'ailleurs. Ouais. Dans 2 secondes, il nous dit, mais c'est pas grave ce qu'a fait Charlie après tout, il avait un gros zizi, il fallait s'en servir. Non, mais plus sérieusement. Mais donc, ça éclaire l'histoire d'Hollywood, je trouve. Totalement. On appelait son sexe le phare d'Hollywood, même. The Lighthouse by Charlie Chaplin. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, c'était toujours très sexy. Voilà, enfin, en gros, il montrait à quel point il expliquait pourquoi il y a eu finalement le Code Eyes, en réalité. C'est en gros, le Code Eyes a existé pour faire en sorte que, en gros, ils ont voulu réglementer eux-mêmes, enfin, leur cinéma, pour éviter de se faire trop emmerder par le gouvernement et tout. Et il y a plein d'histoires assez terribles et terrifiantes de drogue, de sexe et tout. Et lui, il était souvent assez à part, l'air de rien, de tout ça. Et il a juste, en gros, on parle de l'histoire de Lita Grey. Et donc voilà, donc c'est Lita Grey. Et il en parle, je trouve, mieux que dans le documentaire. T'as aussi un acteur très connu, un peu immense, et qui faisait aussi de la farce et tout, et qui a tué, enfin, qui a violé, enfin, il y a plein d'histoires comme ça un peu bizarres, mais qui est bien raconté, et qui montre à quel point le Hollywood de l'époque était vraiment plein de secrets. Il a violé, mais c'est bien raconté. Ah merde, détails. faudra couper, parce qu'il y a des trucs qui sont très mal dit. On se rend compte que tu racontes moins bien quand ça parle d'autre chose que de sexe, hein. J'ai plus de mal, ouais. Et ouais, donc voilà. Donc vraiment, si vous voulez voir un peu les travers d'Hollywood de cette époque-là, c'est vraiment passionnant. N'hésite pas à couper la moitié de ce que j'ai dit, parce que là, c'était terrible, hein. Même si beau zizi, c'est dommage de couper. Ah, c'est gros. Ah, c'est gros. Bon. On reprend les recos. Si tu veux, je prends le relais. Attends, vous vous débrouillez, hein. Je passe pas après. C'est de bonne bière. Restez dans... Je me désolidarise. Oh non. Ellie. Bon, du coup, à mon tour. Moi, je vais recommander un film de Howard Hawks qui s'appelle Seuls les anges ont des ailes, qui date de 1939, avec Cary Grant, Jean Arthur et un petit peu de Rita Hayworth, parce que ça fait toujours plaisir. Et en gros, c'est un film qui raconte l'histoire de Cary Grant, donc qui tient une sorte d'usine, enfin pas d'usine, mais de commerce basé sur l'aviation, qui va faire des relais de courrier. Et il y a Jean Arthur qui vient pour le coup, donc qui découvre donc cette espèce de deal sur laquelle il se trouve, et qui va commencer à interagir avec, tomber sous le charme de Cary Grant, forcément. Et il va y avoir donc une espèce de relation, et qui va déboucher donc sur tout un tas de petites intrigues
qui vont développer tous ces personnages-là. Et ce qui est très intéressant, c'est donc un film de Howard Hawks, qui est un très très grand réalisateur donc du vieil Hollywood, notamment connu pour ses westerns comme La Rivière Rouge. Plus tard, il a fait Rio Bravo. Voilà, il a fait des comédies comme L'Impossible Monsieur Bébé. Et là, ce qu'il arrive à faire, du coup, c'est encore une fois un film de camaraderie avec vraiment une bande de mecs très soudés qui vont essayer de mener à bien leur petit commerce d'aviation, avec sous la houlette donc de Cary Grant qui mène le tout d'une main de maître, et très charismatique. C'est une de ses meilleures performances de tout ce que j'ai vu avec lui. Et la mise en scène de Howard Hawks est démente dans ce film, car il arrive à nous immerger dans cette histoire complètement folle, avec des avions qui vont devoir traverser des tempêtes coûte que coûte pour pouvoir gagner un peu d'argent. Et les scènes d'aviation sont d'un réalisme fou, parce que on sent qu'il a utilisé des vraies maquettes d'avions, qu'il fait se péter sur le sol. Les pilotes, on a vraiment l'impression qu'ils jouent leur vie à chaque instant, et du coup c'est très très immersif, on y croit vraiment. Et pendant, je sais pas, ça dure 1h40 je crois, pendant 1h40 on est vraiment accroché à notre siège en se disant mais jusqu'où il va pouvoir aller dans ce délire là. Et du coup c'est très très beau, très très fort comme proposition de cinéma, et il arrive en plus à apporter une certaine légèreté par son sens de l'ambiance. C'est-à-dire que des fois il va faire des petites scènes en plus qui n'ont pas vraiment d'ajout fondamental donc pour l'intrigue, mais qui renforcent le réalisme et la beauté de son film, comme scène musicale, etc. Donc voilà, c'est un très 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 beau film que j'encourage à découvrir, comme beaucoup de films de Howard Hawks, et je pense que c'est une bonne porte d'entrée en plus vers son cinéma. Merci. Éléonore, tu veux bien passer après ça? C'est bon. Ça va. Je vais pas me couper toutes les 30 secondes. Alors moi, je vais conseiller une mini-série de 2018, donc la mini-série The Little Drummer Girl, donc réalisée totalement par Park Chan-wook, avec Florence Pugh dans le rôle titre. Donc c'est une adaptation du roman du même titre de John le Carré. Alors, il faut savoir qu'en général, John le Carré, c'est quand même plutôt des histoires d'espionnage assez froides. Et là, au contraire, Park Chan-wook décide d'en faire quelque chose de totalement différent et de limite onirique, et c'est assez incroyable. Bon, je vais revenir déjà un petit peu sur l'histoire très rapidement. On suit donc Charlie, une jeune actrice anglaise qui va se faire enrôler par le Mossad et va se retrouver dans une histoire d'espionnage liée au conflit israélo-palestinien. Je vais pas en dire plus, ça va pas vous éclairer plus que ça. Ça donne juste un petit peu les bases. Et on suit très clairement, on est dans la tête de cette jeune actrice qui mêle à la fois réalité et fiction, où il y a tout un jeu sur le théâtre, sur la scène dans la scène, sur le rêve dans la réalité, qui est complètement fou, et qui est donc aidé par une mise en scène qui joue beaucoup, mais vraiment beaucoup sur les couleurs, donc notamment sur les couleurs des robes qu'elle porte. Elle porte toujours des couleurs vives et qui correspondent à chaque fois à son état d'esprit à elle, et c'est juste tellement bien pensé et tellement fin, c'est incroyable. Alors elle est vraiment flamboyante et géniale. Florence Pugh a plus besoin de prouver qu'elle est la prochaine grande actrice que tout le monde va suivre, et elle est aidée à côté par Michael Shannon et Alexander Skarsgård, qui sont beaucoup plus taciturnes, mais c'est totalement fait exprès, dans le sens où il leur sert vraiment il leur donne la réplique. Ils sont censés être un peu en retrait, et ça fonctionne très bien. L'histoire est génialement écrite, on comprend tout. Je pense qu'ils ont dû simplifier le roman, parce qu'en général, John le Carré, c'est quand même bien, enfin faut se les faire quand même, bien compliqué, avec beaucoup de détails, mais ce qui est pas plus mal. Et c'est vraiment une série dans laquelle limite, enfin faut la faire d'une traite, tellement elle est prenante, quoi. Et puis ça a été écrit pour une seule saison aussi. Oui, c'est une mini-série. Et c'est ça qui est bien avec les mini-séries, et c'est ça qui est bon. Ça donne envie en tout cas. Ah ouais, non, elle est géniale. Merci. Tu parles mieux de ça que moi quand je parle du bouquin, c'est ça qui vient. Et ça y est, il va revenir à la vie de Chaplin. Ça y est, c'est parti. Elle est moins obsédée aussi, peut-être. Alors, non, pas du tout. Alors moi je vais parler de La Matraque de Chaplin. Oh. Voilà, parce que Marocco, ben oui, voilà, on a parlé de Chaplin, il y a un doc qui en parle pendant 2h30. Alors, on pourrait conseiller des centaines de films de Chaplin. Bon, il en a fait beaucoup. Il y a beaucoup de courts-métrages. Ouais. Énormément de courts-métrages, quelques longs, effectivement, des très très beaux films. Il a marqué l'histoire du cinéma. Alors j'ai entendu vite fait Mubi, je sais pas si je les garde au montage. Voilà, ça a été, voilà, pour voir du Chaplin. Il y en a plein, ouais. Il y en a plein, effectivement. Ben moi je vais parler de la Cinétech, voilà, et de Charlot Policeman. D'accord. Puisque ce mois-ci sur la Cinétech, c'est un cycle police. Et donc il y a Charlot Policeman, bien sûr.
donc Easy Street en VO, donc qui retrace, qui est une belle illustration du cinéma de Chaplin, effectivement, avec ce personnage Charlot qui va être employé dans un nouveau boulot. Alors là, cette fois-ci, ça va être policier. Et voilà, il y a la figure de la brute, il y a tout un travail avec la foule, il y a une mise en scène avec la foule qui est balèze, parce que à un moment il fait peur à la foule, alors toute la foule qui part d'un coup, donc il y a un très beau travail de mise en scène. Et puis voilà, il y a les thématiques qui reviennent avec pour aider les pauvres, ce genre de trucs. Donc pour illustrer le documentaire, c'est un bel exemple. Mais évidemment, la sélection de la Cinétech, donc Police, donc avec vite fait Quai des Orfèvres de Clouzot, Un flic de Melville, le lieutenant de Ferrara, Serpico de Sidney Lumet. Il y a une dizaine de. Il y a du lourd. Il y a du très 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 lourd. Cure de Kiyoshi Kurosawa, In the Cut de John Campion. Mon seul regret, c'est que la dizaine de films, je suis pas sûr d'avoir le temps de tous les voir dans le mois. Ou alors je vais faire que ça, je vais m'enfermer tout un week-end peut-être. Ça va être dur, hein. Je sais pas comment. Et je trouve que en général la proposition est vraiment intéressante, tu vois, genre dans cette idée que des films ça reste quand même beaucoup, surtout que des fois, pas tout le temps, parce que des fois on nous ressort des gros classiques, mais des fois on nous ressort vraiment des films qui sont difficiles d'accès, quoi. Ah mais là je suis très enthousiaste. Alors c'est toujours, ils font tous les mois, ils font une super sélection de films, mais là ce mois-ci là je suis comme un petit fou là. Voilà. Donc j'en parle, j'en profite. Thomas le petit fou. Ça c'est Mickey. Ah putain, c'est toi Mickey. La maison de Mickey qui commence, tu sais. Alors vous déconnez, mais des fois pour décompresser, je me fais un court-métrage de Mickey de temps en temps. Ça peut se faire, hein, c'est bien. Pour décompresser. Mickey Policeman. Peut-être, je l'ai pas vu celui-là. Quelle taille Marwan? Attends, mais du coup, je tiens le bouquin. Du coup, avec l'anecdote de Marwan, non mais voilà, mais du coup le Charlot Policeman prend tout un autre sens. Maintenant je suis en train de repenser au film avec Charlot qui agite sa matraque dans tous les sens. C'est terrifiant. Et là je vois plus le film de la même manière. On n'a jamais vu autant de violence policière, je crois. Mais c'est surtout qu'il l'a fait tourner devant tout le monde, il l'exhibe, il tape avec, enfin, vraiment, oui. Ça change la vision du film. Bon. Merci pour ces magnifiques recos. Je suis vraiment désolé pour ce que vous avez vécu. Même moi, là, je pense que je vais prendre des jours pour m'en remettre. Je pense que je vais partir au Japon, essayer d'aller prier Jésus et Bouddha en même temps. Il y a encore. Rester en silence. Ouais, surtout garde le silence peut-être. Ah oui, je pense que ça va être le cas. Hein. Merci, chers amis. Merci, Marwan, pour ces anecdotes, hein, toujours. Croustillante. Y a pas de quoi. J'en prendrai d'autres pour la prochaine fois. Avec plaisir. On en a l'eau à la bouche déjà, tu vois. Merci Ellie. Ah, merci à toi. Merci Léonore. Merci à toi. Et merci chers auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les suivantes sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez d'ailleurs soutenir l'émission en vous abonnant sur votre application et en notant 5 étoiles ou en commentant également un petit mot, ce que vous avez apprécié dans l'épisode. Vous pouvez aussi nous soutenir en nous suivant sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, @clahacpodcast, CLAAC podcast. Vous pouvez nous mettre un petit mot en nous parlant de l'épisode, ce que vous avez apprécié, ou ce qui peut être amélioré également. Vous pouvez aussi partager l'épisode, en parler autour de vous, sur ces fameux réseaux, ou même dans votre entourage, pour faire connaître l'émission et la faire découvrir à d'autres auditeurs qui pourraient l'apprécier. Et enfin, je vous dis à la semaine prochaine pour encore une très belle sélection. Bisous, bisous, bisous. Bisous. C'est pas à chanter. Marwan, il met de l'émotion dans les bisous. C'est tout, c'est waouh. L'apostasie cinéphilique. C'est ça. Donc il y a eu un petit souci, on va re-enregistrer, je suis navré. Il fallait que ça arrive au moins une fois. Voilà, depuis le début on l'a pas fait. Voilà, on a tout enregistré pour l'instant, il fallait que ça arrive au moins une fois. Donc un enregistrement basé sous le signe du silence pour ce film. C'est exactement. Donc je vous ai pas. On va retenter la bande-annonce, il faut que ça remarche, mais
Bon, visiblement l'enregistrement a chié, mais c'est pas grave. On va s'en tenir là, et c'est pas plus mal non plus. Donc on reprend, voilà. On l'a refait depuis le début. Donc Antigone 2. Yes. Non. Bon, on va faire une émission que sur Chaplin du coup parce que ça gagnera du temps. Hein. Ah, le rire de Léo n'empêche. Ouais. Non mais Antigone, c'est enregistré. Oui. Antigone, ça arrive, ouais. Elle a une sueur froide d'un coup là. Ah, plus que froide, hein. Putain. Antigone, Ouais, c'est foutu. Elle aurait pu non, le mettre dans son café, hein. Non. Elle va acheter que 10 cafés pour la peine, là, elle va revenir. Ah, merde. Je trouve, je l'ai apprécié dans le sens. oui, Oui, quand même. bon, c'est vrai. Parce que je suis dans une position cul-bombée, donc Oh oui, Marwan. donc c'est un peu plus compliqué, mais ouais. Donc ce que je voulais dire, c'est que Eh bien, alors on va pas faire la blague sur le silence ou quand je vais vous demander votre avis, vous allez faire le silence, s'il vous plaît. Si. Si. Alors très bien, alors votre avis sur Silence. Ça vous laisse sans voix, voilà, c'est le silence, merci. je peux faire ma blague sur les charpentiers portugais. Oh, le penseur. Tu pourras faire ta vanne sur les charpentiers portugais, pas de souci. Donc, du coup, on s'est entraîné, donc on pourra être plus bref et plus efficace. Sûrement. Sûrement. Pas du tout. Pas du tout. Une petite reco pour la semaine, pour partir. En plus des DVD, on a des DVD sous le bras, mais c'est pas tout. On peut quand même aller voir d'autres trucs. Et je fais encore un truc à rallonge que j'aurais coupé au montage. C'est tellement beau. Et après, c'est nous qui parlons trop. C'est ça. Bah par rapport à la comment ça s'appelle j'ai un trou de mémoire à chaque fois, la jeune Lita Gray. Lita Gray, putain, ça rentre pas. Hein. Et donc voilà, donc c'est Lita Gray. Non, désolé, j'ai pas fait. Et vaut mieux que ça rentre pas, oui, effectivement, Non, Marwan, mais c'est à ça que tu penses. Oh putain. Arrêtez. Ah, il fallait pas me regarder à ce moment-là, je suis désolé, mais là, c'était trop. Bon, on reprend les recos. Je suis désolé pour ce contretemps. Thomas, tu nous recommandes le sexe de qui, du coup, après celui de Chaplin? T'as goûté quoi cette semaine? Oh, mais non! 2 étoiles au Michelin, c'est pas mal. Elles sont tombées cette semaine, ça va. Bon, allez, un peu de morale dans tout ça, on va remettre de l'ordre avec Éléonore. Et je passe après. Ben oui. Trop bien. Redresse la barre, Éléonore. Non. Bienvenue dans les grosses têtes. Je vais jamais y arriver. Oh, j'ai honte. Je vais la garder. Tu peux. En pièce à conviction du procès qu'Éléonore va nous faire. Bon, et pas quelqu'un qui veut passer. Bon, alors, Élie, Si tu veux, je prends le relais. Alors vous vous débrouillez, hein. Je passe pas après. C'est de bonne bière. Restez dans. Titre. Entre, hein. Voilà. Je me désolidarise. Oh non. Ouais. Ça laisse Thomas sans voix. C'est ça. Mais j'allais faire une allusion à la matraque et du coup, j'ai voulu Encore arrêter. Voilà, Je faut sens que ça savoir va quand rester. arrêter. C'est maintenant. Clac. Clac. Ah merde. Ça a enregistré. Ok, sûr.